Alors, pour passer à la Côte d'Ivoire, donc vous arrivez 2 mois après le déplacement des Cornes, non? Et quelle était l'atmosphère de l'époque? Parce que j'avais lu, par exemple, le dernier rapport de Renard Vignal, Mhm. celui que vous précédez, Oui. qui disait carrément que, selon lui, Gbagbo était le meilleur chef d'État de ce que le pays pouvait avoir actuellement, et il dit aussi qu'il avait tenu toutes ses promesses. Là, on parle de septembre 2002. Mhm. Donc, quand vous arrivez, est-ce que c'était aussi votre vision sur Gbagbo? Quelle était la situation que vous avez trouvée en La 2002? situation a été très confuse. Quand moi je suis arrivé, la situation était très très confuse parce que d'abord il y avait eu cette avancée des rebelles sur Bouaké. Il avait donc fallu très rapidement évacuer les étrangers qui se trouvaient à Bouaké. Les Américains nous avaient demandé notre intervention parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires américains qui résidaient à Bouaké. Et donc les forces françaises stationnées à Port-Bouët, c'est-à-dire à Abidjan, appelé 43e BIMA, bataillon d'infanterie de marine, commandé par le colonel de Kersabiek, sont intervenus et ont évacué dans la deuxième moitié de septembre tous les étrangers de Bouaké et ont stoppé l'intervention des rebelles. Bon. Deuxième point, Gbagbo demandait plus. Gbagbo demandait à ce que les forces françaises ne se contentent pas simplement de stopper les rebelles, mais de reconquérir le Nord, d'arrêter cette tentative de coup d'État, de reconquérir le Nord et de désarmer les rebelles. Ce que la France, après des hésitations, a refusé de faire. Et donc, à ce moment-là, la situation s'est figée et on a mis une ligne de partition entre le Nord et le Sud. Donc, à mon avis, ça a été une erreur, parce qu'on a mécontenté les deux parties, on a mécontenté les rebelles au Nord en les empêchant de descendre sur Abidjan et de prendre le pouvoir, et on a mécontenté Gbagbo et les gens du FPI en refusant de reconquérir le Nord et de désarmer les rebelles. Donc ça, c'est le deuxième élément de confusion. Le troisième élément de confusion, ça a été l'intervention de Licorne. C'est-à-dire, mon prédécesseur et ami, c'était un ami, il est mort maintenant malheureusement, Renaud Vignal. Renaud Vignal n'a pas été informé de l'arrivée de troupes françaises. Il était pourtant l'ambassadeur de France. Il n'a pas été informé, il l'a appris par une dépêche de l'agence France-Presse. Et c'est là où il a appris qu'un général 2 étoiles était arrivé à Abidjan et s'était mis en place. Donc, troisième élément de confusion. Et le quatrième élément de confusion, ça a été que Ouattara s'est réfugié. Les forces de Gbagbo ont essayé d'investir la maison où habitait Ouattara. Donc Ouattara a réussi à échapper, il est passé dans la maison d'à côté qui était l'ambassade d'Allemagne, et ensuite c'est Renaud Vignal, l'ambassadeur de France, qui pour le protéger a été dans sa propre voiture le chercher et le ramener à la résidence de France avec sa femme. Donc ce quatrième élément de confusion, c'est que vous avez pendant 1 mois et demi Gbagbo qui est dans son palais et dans la résidence juste à côté, Ouattara qui est dans la chambre de l'ambassadeur avec sa femme. Et ils sont tous les deux à portée immédiate, l'un de l'autre. Donc, vous voyez, c'est quand même... et nous le protégeons pour sa sécurité, parce que c'est notre devoir, etc. Bon, ça, c'est le quatrième élément de confusion. Et le cinquième élément de confusion, c'est qu'à ce moment-là, l'ambassadeur Renaud Vignal perd la confiance de Gbagbo, et Gbagbo demande à De Villepin de remplacer Vignal, immédiatement, qui ne veut plus le voir, qui ne veut plus travailler avec lui. Alors déjà, Gbagbo jouait la différence entre la présence militaire française et la présence diplomatique française. C'est-à-dire que Gbagbo est quelqu'un d'extrêmement intelligent, très, très, comment dire, très, très, qui est tacticien, très tacticien,
et il a compris qu'il jouait le général commandant Licorne contre l'ambassadeur de France, ou l'ambassadeur de France contre le général. Donc la présence française était extrêmement comment dire, rendue extrêmement aléatoire et de grande faiblesse, parce qu'il y avait en fait deux représentants, et Gbagbo savait très bien jouer l'un contre l'autre. Donc par conséquent, il y a eu un changement d'ambassadeur qui a été le plus rapide de l'histoire, puisque De Villepin est venu, et il a embarqué avec lui l'ambassadeur dans son avion, sans lui dire qu'il ne reviendrait pas. Et dans l'avion, il lui a dit « Maintenant, c'est fini, tu es menacé de mort et tu ne reviens pas. » Et Renaud Vignal lui a dit « Mais attends, mon fils est à la résidence. » Il avait oublié le fils, parce qu'il ne devait pas partir. Donc le fils de 12 ans était resté tout seul à la résidence, et l'ambassadeur était enlevé par son propre ministre. Et c'est dans ces conditions-là que Villepin, que je connaissais bien, qui est un ami d'ailleurs, et qui était, parce qu'on s'est connus en Inde, m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que tu veux aller à Abidjan ?» Je dis « Ah, c'était un lundi matin. » Je dis « Ben oui. » Il dit « Mais tu ne demandes pas à ta femme ?» Je dis « Non, parce que elle a envie d'avoir chaud. Nous, on a vécu tout le temps dans des pays chauds. C'était le début du mois de décembre. On ne veut pas avoir froid. L'hiver arrive. Donc, par conséquent, c'est oui. » Et donc, c'était le lundi, et je suis parti 3 jours après. C'est-à-dire, ça a été ce que le Monde avait dit, c'était le changement le plus rapide, le changement diplomatique le plus rapide dans l'histoire de France. Puisque, quand j'ai présenté mes lettres de créance, il y avait une enveloppe vide. L'enveloppe était vide, puisque le service du protocole n'avait pas eu le temps d'écrire les lettres de créance. Donc, voilà l'ambiance. Pour répondre à votre question, voilà l'ambiance dans laquelle j'arrive, c'est-à-dire l'installation de Licorne dans des conditions un petit peu bizarres, parce que on ne veut pas intervenir pour vaincre les rebelles, mais dans le même temps, on construit une force militaire. Alors pourquoi? Bon, on ne sait pas. Hein. Là, il y a et donc, c'est dans cette confusion que moi, je suis arrivé. Voilà. Mais Gbagbo reprochait à Vignal de protéger Ouattara, ou qu'est-ce qu'il lui reprochait? Gbagbo avait donné à Vignal son accord pour que Ouattara trouve refuge à l'ambassade. Et puis alors ensuite, Gbagbo a utilisé cette histoire-là pour changer, parce que vous savez que Gbagbo changeait souvent de tactique, pour ça qu'on l'appelait le boulanger, hein, il roulait les gens dans la farine, et donc à un moment donné, il s'est dit, bon, ben, je vais changer également d'ambassadeur. C'est-à-dire que Gbagbo a pensé qu'en changeant d'ambassadeur, il changerait de politique française vis-à-vis de lui. Bon. Et ça n'a pas été le cas. Mais ceci dit, c'était un peu le cas parce que Dominique de Villepin m'a donné pour instruction de renouer avec Gbagbo. C'est-à-dire, il m'a dit, tu reprends le fil de la conversation avec Gbagbo, il faut retrouver la confiance de Gbagbo parce qu'on a besoin de lui pour parler. Et il ne faut surtout pas couper le dialogue. Et donc, moi, mon instruction, quand je suis arrivé, ça a été de reparler avec Gbagbo et de rétablir un dialogue privilégié, ce qui a été le cas. Voilà. J'ai été réellement très très surpris par l'importance que M. Guillaume Soro a accordée à ces deux histoires qui sont très vraies. Effectivement, je crois que c'était même le 28 décembre, je suis arrivé le 18 décembre et 10 jours après, je me suis rendu avec un hélicoptère des forces Licorne à Boaké pour rencontrer les militaires de la rébellion. Ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer Thuot Fauzier, hein, et de rencontrer les autres militaires de la rébellion, parce que je voulais d'abord rentrer en contact avec les militaires. Et puis, il y avait un petit homme qui était là, qui tournait, qui voulait absolument me parler. Et donc, j'avais dit au général, commandant Licorne, écoutez, moi, je ne veux pas le voir. Moi, ma priorité pour l'instant, c'est de voir les militaires de la rébellion pour savoir ce qu'ils veulent faire, pour savoir comment on peut engager une discussion. Mais je n'ai pas mandat et je ne veux pas rentrer dans des discussions politiques. Et d'ailleurs, je ne connais pas ce monsieur. Et en plus, ce monsieur était un ancien allié de Gbagbo. Donc, je ne sais pas ce qu'il vaut. Est-ce que c'est quelqu'un qui ensuite rapportera à Gbagbo ce que j'ai dit? Donc je ne le connaissais pas. Et alors il a essayé de s'imposer, et c'est à la fin, effectivement, il m'a pris à part sur la terrasse de la mission protestante où on se rencontrait, et il m'a dit, voilà, c'est ce que j'ai raconté, mettez une camionnette avec des munitions, vous me dites juste l'endroit, et nous on se charge du reste.
Voilà, et ça s'est passé comme ça. Mais il avait carrément dit qu'il serait prêt à tuer Gbagbo. Mais oui, mais ils disent tous n'importe quoi. Hein. Tout le monde peut dire tout et son contraire. C'est l'Afrique, c'est la politique. C'est pas. Non, non. J'attache pas plus d'importance. C'était pas réellement un plan. C'était une phrase comme ça sortie. Mais combien de phrases ai-je entendues en Afrique qui ne portent pas à conséquence plus de 2 heures après, hein. Non, c'est pas. Et la deuxième à Yamoussoukro en 2003, où il cherche de vous carrément de vous étrangler, et je vois que c'est l'ambassadeur italien qui vous a Absolument. interviewé. Est-ce que c'était ça? Absolument. Alors je voudrais bien, parce que Soro m'a dit que cette histoire était entièrement, a fait savoir que cette histoire était entièrement fausse, qu'elle était totalement inventée. Alors j'aimerais bien que vous confirmiez auprès de Paolo, qui m'a sauvé la vie avec notre collègue espagnol, cette histoire, parce qu'il était présent. Ça se passait dans la basilique de Yamoussoukro, dans un bureau, et non pas à la fondation Houphouët-Boigny, comme l'a dit M. Soro. Et c'était une réunion ad hoc. C'était pas. Et effectivement, à un moment donné, M. Soro s'est mis à dériver du sujet. Nous étions en train de parler, je ne sais plus quoi, de la situation en Côte d'Ivoire. Il a commencé à dévier sur la France et a commencé à partir en invective contre la France. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je lui ai dit, écoutez, M. Soro, on n'est pas là pour discuter de la France, on est là pour discuter de la Côte d'Ivoire. Laissez la France tranquille, ce n'est pas votre business, ce n'est pas votre affaire. Et à ce moment-là, parce que c'est un homme de sang, hein, Soro, il s'est précipité vers moi. Voilà. Et c'est là où les choses se sont faites. Donc ce n'est pas une invention de ma part. C'est vrai que j'aime pas tellement M. Soro, mais alors maintenant c'est vrai que c'est embêtant que je ressorte cette histoire sans le faire exprès, alors qu'il est président de l'Assemblée nationale et que normalement dans 3 jours il doit recevoir le président de la République française, hein, qui vient en visite officielle. Donc ça c'est peut-être un peu gênant pour lui. Mais il a cherché de vous étrangler. C'était un mouvement, si vous voulez. C'était pas pour me tuer, bien sûr, mais c'était un mouvement, quoi. C'était un mouvement de rage. C'est comme ça que je l'interprète. Mais moi, oui, c'est avancer avec les mains en avant. Ça s'appelle une tentative d'étranglement. Voilà. Et Paolo vous a sauvé? Bah, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté pour éviter. Et puis il y avait 2 généraux français derrière qui étaient assis et qui se marraient. Donc, vous voyez, c'était pas non plus dramatique. Et c'est sans doute de ma faute d'avoir raconté cette anecdote qui était une pure anecdote sans savoir que ça ferait tout ce bruit-là. Par exemple, une autre chose que je me demandais, voilà, c'était justement cette nécessité de placer la force des cônes vers le nord. Parce que j'ai fait une interview aussi avec Payon, qui était le porte-parole de la force des cônes, oui. de 2003-2004. Et il dit que l'une des choses qu'il ressentait le plus, c'était le fait que, selon lui, quelque part, la France avait souscrit à cette division du nord, du sud, comme vous disiez aussi dans le livre, à un certain moment où vous dites que c'était mieux qu'on allait jusqu'au nord à l'époque, pourquoi on n'a pas repris le nord? Et il dit, voilà, les gens s'attendaient à ça. Et voilà, c'était un peu ça de comprendre... Pourquoi? Parce que Michel Alliot-Marie arrivait à la fin de 2003 et apparemment même les militaires français, ils attendaient ça de elle, cette réponse. Pourquoi est-ce que selon vous ça n'a été pas fait? Écoutez, moi j'étais également de l'avis de bouger. Ça n'a pas été fait, je pense, à cause de l'ONU. Puisque nous avions internationalisé le problème ivoirien, qu'il y avait eu Marcoussis, hein, et Marcoussis avait bien marqué finalement sur le plan politique et diplomatique la partition du pays, puisque nous avions considéré à Marcoussis que les rebelles, ce qu'on appelait les rebelles, ou en tous les cas les gens du Nord, étaient partie prenante dans une résolution politique du conflit ivoirien. Donc il y avait le gouvernement, il y avait les opposants, et les rebelles notamment, il y avait le PDCI de Bédier, il y avait 2 ou 3 autres petits partis. Donc il était difficile, après avoir signé un accord politique prévoyant une solution diplomatique, de recourir à la force
pour réunifier le pays, puisque une solution politique avait été choisie. Et donc, par conséquent, ça aurait été contraire à l'esprit de Marcuzzi que de repartir à la conquête du Nord. Sur le plan pratique, je pense que ça a été une erreur. Je pense que ça a été une erreur parce que moi, ma philosophie a toujours été, dans ma carrière diplomatique, de penser qu'il ne faut jamais rester neutre. Il faut prendre une position, il faut réfléchir d'abord, prendre une position juste, aussi raisonnable et raisonnée que possible, et ensuite s'y tenir. Et ne pas revenir en arrière, etc. Sinon, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de diplomatie si on n'a pas ce principe d'avancer. Et à un certain moment, c'est vrai que moi aussi, j'ai estimé que Marcuzzi était un échec. C'est qu'en fait, on avait tracé une ligne dite de confiance, on s'était assis sur la ligne, et puis on prenait des coups des deux côtés. On prenait des coups du nord, on prenait des coups du sud. Et donc on n'a pas bougé. Alors que beaucoup de militaires rêvaient de la charge dite de la cavalerie légère, on se lance à l'assaut, il aurait fallu 3 jours, même pas, pour reprendre le nord et pour arrêter tout le problème. Parce que, par exemple, vous parlez aussi de cette figure de Pierre Mézaude qui avait tenu les accords du Marcoussis. Et vous en parlez un peu mal en disant que, voilà, lui, il vous disait que vous étiez trop pro-Gbagbo et vous, à l'époque, vous voulez carrément démissionner. Oui, parce qu'il m'avait accusé de forfaiture à un repas à l'hôtel Matignon, chez le Premier ministre, devant M. Raffarin, qui était Premier ministre. Il m'avait mis en cause devant les Ivoiriens, et il était tombé amoureux de Soro, hein. Il était très proche de Soro, donc il défendait toutes les thèses de Soro, et devant le Premier ministre, il m'avait accusé de forfaiture en me disant nous avons un ambassadeur qui a pris parti et qui prend parti pour Gbagbo. Moi, après le repas, j'ai été voir Raffarin, je lui ai dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, monsieur Mazot m'a accusé de forfaiture devant vous, donc j'ai l'honneur de vous remettre ma démission. Et Mazot a dit, non, non, mon vieux, non, laissez monsieur l'ambassadeur, vous savez, il est comme ça, etc. Mais c'était le cas. Non, mais c'est vrai, je maintiens ce que je pense. Je pense que les accords de Marcoussis, même s'ils participaient d'une bonne volonté de la part de la France de faire quelque chose, de travailler pour une solution politique, je pense que nous avons agi dans la précipitation, nous avons agi trop vite, nous avons agi de façon erronée. S'il devait y avoir conférence, c'était bien évidemment en Afrique qu'il fallait la faire, cette conférence. Il ne fallait pas convoquer les Africains dans une école de rugby. C'est sur le plan de la... Comment dire, sur le plan du symbole, c'est pas très réussi hein, comme opération. Voilà. Et puis, personne n'y croyait. Aucun des acteurs ivoiriens ne croyait à ces accords. Ils ont tous fait semblant. Bon. Et ils sont tous embrassés, on a joué la Bidjanaise, etc. Mais personne ne voulait céder. Ça a été du théâtre. Parce qu'à Lomé, avant, on avait des solutions qui ne mettaient pas au même plan les rebelles que les partis politiques. Est-ce que ça, c'était pas une grande erreur, un peu comme on a fait aussi au Rwanda, où on a cherché de donner du pouvoir au groupe de Kagame qui venait comme rébellion dans le nord. On a fait un peu la même chose à Kinshasa avec Lusaka au Congo. C'est de légitimer la rébellion avec des accords. Ben, tout ça, si vous voulez, je pense que ça n'a rien à voir avec les situations politiques que vous mentionnez, Rwanda, etc. Le problème vient de la France elle-même et des hésitations qu'elle a entre intervenir ou ne pas intervenir. En fait, c'est un problème interne de la France, c'est de savoir comment terminer la France-Afrique. Comment expurger les mauvaises pratiques du passé, et est-ce que nous devons, comme dans le passé, intervenir chaque fois qu'il y a un coup d'État, ou est-ce que nous devons laisser faire, au nom, soi-disant, de la démocratie, parce que vous avez une partie du pays qui s'exprime contre une autre partie du pays. Donc,
il ne faut pas voir ce problème-là sous l'angle des situations politiques précises en Côte d'Ivoire, au Rwanda ou ailleurs. C'est à voir sous un angle franco-français comment est-ce qu'on se conduit vis-à-vis de l'Afrique. Est-ce qu'on continue à être les gendarmes de l'Afrique? Est-ce qu'on arrête d'être les gendarmes de l'Afrique? Est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on n'intervient pas? Etc. Bon. Hein, le principe de l'intervention automatique, c'était du temps de la France-Afrique, c'était du temps du général de Gaulle, de Georges Pompidou, on intervenait par principe. Bon, ensuite, il y a eu un changement, et puis, quand, par exemple, Bédier a été renversé, on n'est pas intervenu, on a laissé Gaï. Bon, ça a été la première, et ça a toujours été cette hésitation. Et donc, en septembre 2002, quand il y a la révolte contre Gbagbo, c'est pas qu'on soutient particulièrement les rebelles, c'est pas qu'on soutient particulièrement Gbagbo, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est qu'on se dit, bon, on est dans la France-Afrique ou on n'est plus dans la France-Afrique. Donc, vous voyez, et ça, c'est un débat intérieur français qui n'est pas encore clos, parce qu'on n'a pas encore abandonné complètement cette notion de France-Afrique et le rôle de la France en Afrique. Moi, j'ai accompagné, j'ai été très ambassadeur de terrain, et grâce d'ailleurs aux généraux, grâce d'ailleurs aussi bien à Emmanuel Bett, à Johanna qu'à Poncet, j'ai pu me rendre avec les militaires français dans les territoires sous rébellion. Je dois vous avouer que j'ai vu des gens, des comforts, comme ils appellent ça, qui étaient totalement issurtes, avec des gris-gris dans le nez, etc. Et j'étais très très content d'être protégé par les forces spéciales françaises, parce que j'ai eu peur. Non, ça, ce sont des gens qui... Alors dire que ces gens-là appartiennent maintenant à la force républicaine de Côte d'Ivoire... il aurait fallu qu'ils se transforment considérablement et qu'ils aillent à l'université pour apprendre ne serait-ce qu'à lire. Pas, non, c'est pas... Vous parlez aussi de l'arrivée de Poncet en juin 2004. Et vous avez écrit qu'avant, avec Emmanuel Berthe ou l'autre général aussi, Johanna, oui. les relations étaient très très bien. Et dès l'arrivée de Poncet, ça n'allait pas trop bien. J'ai même lu que certains n'ont pas suivi ces ordres pendant Bouaké, et heureusement qu'ils n'ont pas suivi, sinon ça aurait été pire de ce que ça a été. Je ne sais pas si c'est votre avis. C'est très difficile. D'abord, il est certain, si vous voulez, qu'une telle situation ne dépend pas d'un seul homme. Bon, quel que soit son caractère, vous ne pouvez pas dire ça s'est envenimé parce que Poncet est arrivé, parce que le général Poncet est arrivé, donc ce n'est pas le caractère d'un seul homme qui peut transformer une situation. Je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Bon, il est certain, si vous voulez, qu'au moment où le général Henri Poncet prend le commandement de Licorne, la situation a beaucoup évolué, et dans un mauvais sens en Côte d'Ivoire. Hein. La situation que prend Poncet en main est différente de celle qu'avait Johanna, et différente de celle qu'avait le général Bett. Donc on est à un autre stade de l'évolution de la situation. Les choses se sont envenimées, c'est sûr, mais je dois dire à la décharge du général Poncet que s'il n'avait pas eu l'attitude qu'il a eue lors des événements de novembre 2004, c'est-à-dire ces événements qui lui ont été beaucoup reprochés, quand il a fait bombarder les ponts, lorsque la France aurait été vaincue. Et nous n'aurions pas été en mesure d'évacuer tous les étrangers comme nous l'avons fait de Abidjan. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 6 novembre 2004 ? Le 6 novembre 2004, vers 13h30, 13h40, les deux Sukhoi bombardent le camp français de Bouaké, tuent 9 soldats et un Américain. Bon, 3/4 d'heure ou 1 heure après, ordre est donné par le président de la République française de détruire les Sukhoi. Alors, est-ce que l'ordre, c'était les Sukhoi ou tous les avions? Ça, on n'en sait pas, on ne sait rien. Bon, et moi, l'ordre n'est pas passé par moi, c'est pas moi qui ai donné ça, parce que c'est ça aussi la difficulté qu'il y a quand vous avez deux sources de pouvoir. Et ça compliquait la situation, c'était qu'il y avait la source militaire, avec Licorne et Poncet à la tête, et puis la source diplomatique avec le LIDEC
ambassadeurs à la tête, mais la source militaire, c'était 5000 hommes. La source diplomatique, c'était 70 personnes. Hein. Poncet avait 30 colonels à sa disposition pour faire des analyses, pour recueillir du renseignement. Moi, j'avais 3 collaborateurs diplomates. Donc c'est ça le déséquilibre, si vous voulez, qui rendait la situation un petit peu difficile. Et donc la foule descend avec une rapidité extraordinaire. Moi, je vais voir Gbagbo, il est 5 heures de l'après-midi. Les lycées français sont déjà en flammes et sont détruits. Hein, je passe devant les lycées qui sont en flammes, etc. Et la foule se précipite. Et le problème qui se pose pour le général Poncet, c'est que lui, il est dans son blocos, dans son camp, à Port-Bouët, de l'autre côté des ponts. Mais là, je crois qu'il n'y a pas 300 hommes, il n'y a pas 300 militaires français. Parce que le principe de Licorne, c'était que l'état-major est à Abidjan, mais toute la force Licorne est déployée le long de la ligne de confiance. À Bouaké, à Korogo, à Bouaké, je ne me souviens plus des noms, à Mans, à San Pedro, etc. Et donc, 80% des effectifs de Licorne sont en dehors d'Abidjan. Et donc, le général Poncet est avec 300 hommes seulement. Et vous avez 1 million de personnes qui déferlent sur le camp. Et dans le camp, il y a les 300 militaires, et puis vous avez les familles des soldats qui sont là, parce qu'il y avait les familles avec les enfants. Et donc le seul moyen qu'avait Poncet pour arrêter cette foule, c'était de les arrêter au pont. C'est-à-dire au pont Charles de Gaulle et au pont Houphouët-Boigny. S'ils passaient le pont, ils entouraient Licorne, ils entouraient le Bima, et il ne leur fallait pas une demi-heure pour prendre le Bima. Ils auraient pris le Bima, ils auraient planté le drapeau sur le Bima. C'était Dien Bien Phu qui recommençait en 2004 à Abidjan. Donc le seul moyen qu'il avait, c'était de faire l'opération qu'il a faite, d'empêcher les gens de passer les ponts, et c'est ce qui a permis de garder le contrôle de l'aéroport d'Abidjan et de pouvoir évacuer tous les gens qui ont été évacués. Parce qu'une très très grande partie des communautés étrangères ont été évacuées grâce à l'action de Poncet. Donc vous voyez, il n'y a pas eu de bon, il n'y a pas de méchant, il y a un contexte qui évolue et surtout il y a des impératifs militaires qui s'imposent. Non, j'ai découvert parce que Gbagbo, dans ses nouvelles révélations qu'il écrit là, il dit que vous êtes venu avec Poncet avant la décision de faire l'opération Dignité. Mm-hmm. On a vu Gbagbo avant et Gbagbo m'avait déjà parlé de son opération de Dignité. Il m'avait déjà dit ça ne peut pas durer. Tout le monde dit oui, il faut désarmer les rebelles, mais personne ne désarme les rebelles, etc. Il faut que je les désarme. Moi, je lui avais dit écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais attention, là, ça peut être quand même dangereux. Vous allez violer les accords de Marcoussis et vous allez violer l'accord international qui reconnaît la ligne de confiance. Bon. Et puis, effectivement, le mardi 2 novembre, avec le général Poncet, nous allons voir Gbagbo. Et il nous annonce son intention de faire l'opération Dignité. Alors à ce moment-là, nous le mettons en garde. Et Poncet commence, c'est lui qui commence le premier, et dit, écoutez, Monsieur le Président, vous êtes président, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais si j'étais votre conseiller militaire, et si vous me posiez la question, conseiller militaire, qu'est-ce que vous pensez de mon idée, je vous répondrais, attention, Monsieur le Président, méfiez-vous. Est-ce que vous êtes sûr que vos forces sont capables? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas des dommages collatéraux? Est-ce que vous êtes sûr que, etc. Et il lui pose un tas de questions pour en fait essayer de le convaincre que c'est insensé et très dangereux de traverser la ligne de confiance. Alors moi, je parle en deuxième et je dis, bon, puisque le général Poncet vous a dit qu'il était votre conseiller militaire et vous a mis en garde, moi, je me considère comme votre conseiller diplomatique et puis je vous mets en garde aussi, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas une réaction du Conseil de sécurité? Vous êtes sûr que vous n'allez pas être condamné? Est-ce que, etc. Bon. Et Gbagbo est furieux. Il est furieux de notre réaction, parce qu'il pensait que moi j'étais d'accord avec ce qu'il voulait faire. Bon.
je n'étais pas complètement contre. Je veux dire par là que on ne peut pas continuer comme ça, la guerre de tranchées. Il y a un moment donné, il faut que ça bouge d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai toujours été pour le mouvement, donc ça pouvait continuer des années et des années. On s'en sent. Et là, voyant que je prends une attitude purement diplomatique, il est furieux. Il nous raccompagne, il nous raccompagne pas. D'habitude, il nous raccompagnait. Il nous raccompagne pas. Et il me dit bon, ben, je vais voir ce que je fais, etc. Nous, on lui avait dit renoncez à votre offensive. Bon. Il dit mais vous comprenez, je ne peux pas renoncer à mon offensive parce que mes militaires sont derrière, ils me poussent, ils veulent aller à la bataille, ils veulent aller à la guerre, etc. Je ne peux pas les calmer. C'est eux qui veulent aller à la guerre. Bon. Et je lui dis faites une déclaration à la télévision pour dire que vous avez compris ce que les militaires veulent, mais qu'il y a les accords internationaux, etc. Et on laisse tomber. Et le soir, j'attendais à la télévision une déclaration, et effectivement, vers 9h, Tagro, son ministre, qui va être tué ensuite, Tagro parle à la télévision et dit voilà, le président a bien compris le message des militaires, mais il leur demande d'être patients et de ne pas faire des actions insensées qui pourraient être condamnées et qui pourraient donner l'impression que c'est nous qui avons tort et que c'est les rebelles qui ont raison. Donc je vous demande d'être patients et d'attendre. Le lendemain était prévue une conversation téléphonique entre Gbagbo et Chirac, qui devait avoir lieu, qui était prévue. C'était la première conversation téléphonique qui pouvait avoir lieu. Bon. Et donc j'ai téléphoné à l'Élysée pour dire, écoutez, cette conversation ne s'impose pas. Le président vient de faire déclarer à la télévision qu'il ajourne l'offensive qu'il prévoyait. Et donc par conséquent, comme le président français ne téléphone pas souvent au président ivoirien, gardons la conversation téléphonique pour un meilleur moment. Mais ce n'est pas la peine que... Bon. Et on me dit, non, c'est prévu, le président a prévu, etc. La conversation a lieu, c'est lamentable. Chirac prend le téléphone, et puis engueule Gbagbo, etc., le traitant de tous les noms. Tu comprends, c'est pas possible, etc., etc. Et dans l'après-midi, Gbagbo me dit, j'avais renoncé à faire cette opération destinée, à cause de la façon dont ton président m'a parlé, elle aura lieu demain matin. Et voilà. Et il l'a fait, et il a perdu. Parce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tous les cas, moi, les informations que j'ai, c'est que son armée s'est fait complètement ratatiner par les rebelles. Non, bon, alors là, il y a plusieurs versions, parce qu'il y a des rapports de l'ONUCI, par exemple, oui, qui nous montrent qu'il était sur le point de gagner. Il y a même un rapport d'un militaire français de la Force Licorne qui dit que Gbagbo était sur le point de gagner, donc c'était une question de 1 ou 2 autres jours, et il aurait gagné à... Alors pourquoi il aurait bombardé les soldats français? Est-ce que c'était lui? Moi, je ne pense pas qu'il soit... Moi, je l'ai vu après, il était totalement hébété. Il était dans un état second. Vous avez même écrit qu'il ne peut pas être un acteur. Voilà. Et ensuite, je l'ai revu. Je l'ai revu juste avant de partir à un dîner. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous avez fait ça, etc. Il a dit, mais quel intérêt aurais-je eu de faire ça? Et je continue à ne pas voir l'intérêt qu'il aurait eu. Alors, est-ce qu'il y a eu une interférence? Est-ce que c'est Simone Gbagbo? Est-ce que c'est Mamadou Koulibaly? Est-ce que c'est Cadet Bertin? Est-ce que les choses pouvaient se faire sans l'accord de Gbagbo? Je ne crois pas. En fait, je n'en sais rien. Pour moi, c'est un grand mystère. Sauf si les militaires savent quelque chose, mais moi je ne sais rien. Même vis-à-vis de moi, diplomate français, il y a eu une couverture du secret, parce que je ne peux absolument pas dire qu'il y a une bavure. Ce serait inepte de dire ça. Je ne verrais pas du tout l'intérêt qu'auraient eu les militaires français de faire ça. Bon, et puis on n'a jamais vu des militaires français tuer d'autres militaires français. Hein. Ça, c'est quand même... c'est osé. Hein. Mais il faut faire la distinction entre les mercenaires ukrainiens et biélorusses qui étaient à Yamoussoukro et les mercenaires ukrainiens et biélorusses qui étaient à Abidjan.
Bon, les pilotes étaient à Yamoussoukro. Ils ont décollé, ils ont bombardé, ils se sont posés. À ce moment-là, instruction a été donnée de détruire les 2 Sukhoi 25. Et effectivement, ce sont nos troupes positionnées sur l'aéroport de Yamoussoukro qui ont tiré 2 missiles Milan qui ont détruit les 2 Sukhoi, en prenant soin d'attendre que les pilotes biélorusses et ivoiriens aient quitté les avions pour ne pas les tuer. Donc c'était destruction des appareils. Alors ensuite, là, ce qui s'est passé, je n'en sais rien, puisque je n'étais pas à Yamoussoukro. En tous les cas, moi, à Abidjan, lorsque les forces françaises, le samedi 6 novembre, prennent l'aéroport en début de soirée, et donc neutralisent l'aéroport international d'Abidjan, après une bataille, une véritable bataille qui s'est passée, où il y a eu des morts, il y a eu un avion français qui a été abîmé, etc. Nous trouvons dans les hangars combien ils étaient, une vingtaine ou une trentaine de Biélorusses, d'Ukrainiens, qui sont les mécaniciens, le support technique des avions, de la coopération, entre guillemets, de l'Ukraine avec le régime Gbagbo. Bon. Et ils sont neutralisés, ils sont emmenés au 43e BIMA et ils sont mis en état d'arrestation. Et on commence à les interroger, etc. Mais là, il ne s'agit pas des pilotes. Il s'agit là des mécaniciens, des gens de 2e ordre, ceux qui sont la base arrière, si vous voulez, qui mettent de l'essence, etc. Donc, les interrogatoires ne donnent pas grand-chose, ça n'apporte pas grand-chose. Et au bout de 3 jours, mon collègue russe, avec qui j'étais très très ami, m'appelle et me dit, écoute, moi je représente les intérêts de la Biélorussie et de l'Ukraine, en vertu de quel mandat et pourquoi vous détenez prisonniers dans une base militaire française des citoyens que je représente. Et là, moi j'ai téléphoné au service juridique du Quai d'Orsay, et de fait, on n'avait absolument aucune raison, sauf à rentrer en état de guerre avec la Russie, de continuer à détenir sans aucune raison et sans mandat des gens qui, à l'évidence, n'étaient pas dans le coup. Donc là, j'ai donné instruction, effectivement, de les libérer. C'est moi qui avais prévenu Gbagbo en disant on a pris des gens, mais ce n'étaient pas les pilotes. Ce n'étaient pas les gens qui étaient responsables. C'était pas les, non, ce n'étaient pas les pilotes. Les pilotes s'étaient reposés à Yamoussoukro à 14h, vers 14h. Ils n'avaient pas le temps, si vous voulez, d'aller. Et pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait, cet idiot, d'aller se jeter dans Abidjan? Il n'avait pas le temps matériel, même avec une voiture de course, de se précipiter dans une voiture pour aller de Yamoussoukro par l'autoroute jusqu'à Abidjan pour aller sur l'aéroport d'Abidjan. D'abord, il n'avait pas le temps, et deuxièmement, ça aurait été complètement idiot et inutile. La preuve en est, c'est que, semble-t-il, ils sont partis par la route pour passer au Burkina Faso. Alors là, ce n'est pas mon affaire, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux rien dire. Ce ne sont pas les mêmes qui étaient non, ce n'est pas les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Donc, au Togo, s'il y a eu des gens qui sont passés au Togo, c'était les pilotes. Mais c'était pas. Nous, on s'est occupé de la piétaille, des petits, des mécaniciens, etc., de ceux qui s'occupaient de. Pourquoi vous n'avez pas eu l'intérêt d'arrêter ceux qui étaient à Yamoussoukro? Parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. On sait maintenant parce que l'histoire est revenue en arrière, mais moi je n'ai rien compris à cette histoire. Moi, on est le samedi, il est 12h30, je suis avec mon adjoint direct, Jean-Hugues Simon-Michel, qui est en short d'ailleurs. On sort, et puis je dis à Jean-Hugues, est-ce que si on allait à la crêperie bretonne, on va prendre des crêpes? Eh bien, c'est une bonne idée, on y va. On part en voiture, et à ce moment-là, la voiture de l'attaché de défense français nous barre la route, et il sort, et il me dit, monsieur l'ambassadeur, il vient d'y avoir un bombardement à Bouaké. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, et il semblerait qu'on ait des blessés. On revient à l'ambassade, et à ce moment-là, on ne sortira plus de l'ambassade pendant 10 jours, puisqu'on est bloqué à l'ambassade, on ne peut plus sortir. On ne sait pas qu'on rentre à l'ambassade et on va être bloqué pendant 10 jours. On va camper, moi je vais dormir dans mon bureau, on vit tous ensemble parce qu'on est entouré par une foule hostile.
Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais moi, je ne sais rien de ce qui se passe à l'extérieur. En plus, Poncet est dans une attitude de combat, donc il coupe les communications avec les gens. Donc je n'ai pas d'informations militaires de premier rebours, et moi j'apprends simplement, dans le bureau de Gbagbo que je vais voir, Gbagbo le Stephenson, allô, allô, ah bon, il raccroche, il dit, monsieur l'ambassadeur, ils ont détruit mes hélicoptères à Yamoussoukro. Je dis, oh, écoutez, c'est embêtant ça. Bon. J'apprends les choses par lui. Allô, allô, ah bon, monsieur l'ambassadeur, ils ont pris l'aéroport d'Abidjan. Je dis, écoutez, alors là, monsieur le président, il faut mieux que je rentre à mon ambassade parce que c'est comme ça que j'ai appris les choses. Donc, si vous voulez, moi je n'ai aucune visibilité sur cette affaire-là. Mais je continue de penser que, pour revenir à votre question sur l'offensive, les troupes de Gbagbo ont essuyé un échec total. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas le droit quand même? Pourquoi, si elles n'avaient pas, pourquoi elles n'auraient pas continué, si elles étaient victorieuses? Puisque Gbagbo avait vraiment l'intention de reprendre Bouaké. Si elles avaient été efficaces, victorieuses, elles auraient pris Bouaké. Mais vous avez cassé tous les avions, comment faire? Non, mais c'était, oui, mais c'était ne serait-ce que par terre. Bon, mais je crois que le choc après de voir ça, ça devenait une autre guerre. Bah oui. Alors c'est là où moi je suis. Parce qu'il y a beaucoup de rapports, même de l'ONU, qui parlaient de comment il allait gagner en quelques jours. Mais moi je suis dans le bleu, dans le noir total là. Non, mais parce que en effet c'est une histoire rocambolesque, on la comprend pas trop. Mais même cette fameuse histoire de 7-8 novembre avec tous les chars pour 2 heures devant la maison présidentielle, la résidence présidentielle de Gbagbo. Pour moi, c'est bizarre. Non, ça, je l'ai écrit. Pour moi, c'est bizarre. Le palais de Gbagbo ici, vous avez l'hôtel Ivoire ici, les forces licornes sont ici. Ici, c'est une grande avenue toute droite. Et puis, ici, il y a une autre avenue toute droite pour aller. Bon, la colonne de chars qui arrive, le plus simple, c'est de faire ça. Et la colonne de chars, curieusement, prend un tout petit chemin, que je connais bien parce que la résidence de France est là, et qui va là. Pourquoi est-ce qu'elle a pris ce petit chemin? Alors on a dit, Madame Ali-Omari a dit que c'était pour protéger l'ambassade de France. On a dit que c'était une Jeep de l'ONUCI qui avait mal guidé les chars français. Je ne crois absolument à aucune de ces versions. Moi, c'est une autre question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont engagés dans ce petit chemin? C'est la rue du Bélier, c'est une toute petite rue, très étroite, et les chars, ma femme était présente là, et les chars, quand ils étaient en attente devant le palais présidentiel, avaient l'opercule ouverte, c'est-à-dire le bouchon du canon était ouvert. Quand vous avez un char qui est avec opercule ouverte, ça veut dire que c'est un char qui est en position de tir, qui est en position de guerre. Donc voilà. Mais j'en sais pas plus. Et combien de chars c'était? Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de chars. Mais c'était des chars commandés par le colonel d'Estremo que Poncet faisait venir d'urgence parce que lui n'avait plus aucune protection à Licorne. Il fallait absolument que, sinon Licorne tombait. C'est-à-dire le camp français était envahi par 1 million de personnes. Donc il fallait absolument que ces chars viennent le plus rapidement possible pour Mais après, ils se sont arrêtés 2 heures devant la Et après, il y a eu cet arrêt. Oui. Pour 2 heures avant de rejoindre Port-Bouët. Voilà. Et l'autre chose curieuse que vous racontez, c'est le fait de l'hôtel Ivoire, quand on vous avait dit de bouger de l'hôtel Ivoire à l'hôtel du Golfe. Oui. Aussi parce que, est-ce que c'était l'hôtel Ivoire qui avait l'antenne de la radio et aussi le Mossad, oui. j'ai vu. Oui. Donc, c'était un très mauvais endroit. Et ce n'est pas moi qui ai choisi cet endroit, c'était un endroit qui était choisi depuis une dizaine d'années comme lieu de regroupement des communautés, pour une raison très simple, c'est que d'abord tout le monde connaît l'hôtel Ivoire, c'est le plus grand bâtiment d'Abidjan, et puis il y avait le parking le plus grand pour pouvoir aménager. Bon, mais on avait oublié des choses très importantes. La première, c'est que l'hôtel Ivoire est juste à côté du palais présidentiel. Ça, c'était une première erreur qui a été faite.
La deuxième erreur, c'était que les antennes de Radio Côte d'Ivoire sont en haut de la tour de l'hôtel Ivoire, donc c'est un lieu stratégique. Et puis la troisième grosse erreur, ce qu'on ne savait pas, c'est que les bureaux du Mossad étaient sur 2 étages à l'hôtel Ivoire. Donc là, et donc, Gbagbo m'avait dit, écoutez, dans la nuit, il m'avait dit, demandez aux troupes françaises de déménager et d'aller à l'hôtel du Golfe, parce que cet endroit-là, il est trop près de chez moi, et moi j'ai peur, je ne veux pas, mes conseillers me disent qu'il faut... Je dis, ok, moi je comprends tout à fait. Puis j'ai téléphoné à Poncet qui m'a dit non, le colonel d'Estremo est fatigué, ils ont roulé toute la journée, toute la nuit, etc. On fera ça demain. Et le lendemain, ils montaient le piège. C'est-à-dire recommencer Tiananmen. Parce que vous avez aussi écrit que ça, vous n'avez pas compris pourquoi Poncet avait pris ces soldats qui étaient fatigués, qui venaient du Nord, quand il aurait eu aussi la possibilité de prendre des gendarmes. Absolument, dont c'est la spécialité. Hein. Il avait trois unités de gendarmes mobiles, dont la spécialité est précisément de faire du maintien de l'ordre en ville, etc. Tandis que là, autour de l'hôtel Ivoire, c'était des parachutistes, c'était des unités d'élite françaises, si vous voulez, qui vont combattre en Afghanistan, qui font de la vraie guerre, mais pas de la protection d'un parking dans un hôtel d'une ville de 2 millions d'habitants. C'est absurde. C'est absurde. Ça c'est à mon avis. Mais bon, je me contente de dire ça. Mais moi, je ne suis pas militaire et je ne peux pas aller au-delà. En tant que civil, en tant qu'observateur, je me pose la question. Mais je peux. Mais est-ce qu'il avait la possibilité, parce qu'il y avait des gendarmes français aussi sur place? Oui, bien sûr. Qui était au Bimar. Moi, dans mon ambassade, j'étais entouré de... J'avais une unité de gendarmes mobiles français, il y en avait à la résidence de France, et il y en avait au 43e Bima. Donc il y avait parfaitement la possibilité d'héliporter, de faire atterrir des hélicoptères et de changer les... Mais là, ils étaient avec leurs chars, donc il fallait qu'ils repartent par la route. Moi, si vous voulez, je ne peux vous donner qu'une vision qui est certainement très partiale, je le reconnais, et qui est la vision d'un civil. Ce n'est pas la vision d'un militaire. Et puis en plus, d'un témoin, même si j'étais sur place, j'ai quand même été un peu éloigné parce que je n'apprenais les événements qu'après. Ce n'est pas moi qui les ai décidés. Moi, j'ai été un témoin impuissant de ce qui s'est passé. Bon, de temps en temps, j'interviens parce que j'ai une conversation avec Gbagbo, je transmets des messages, etc. Mais c'est pas plus, quoi. La question ivoirienne, d'abord, a passionné les gens. Elle a déclenché des passions d'un côté comme de l'autre. Bon. Je pense un petit peu, je suis d'accord un petit peu avec ce que les gens disent. La presse a certainement joué un rôle pro-Ouattara, c'est sûr. Mais déjà, dans l'esprit des dirigeants français, on était pro-Ouattara. On était pro-Ouattara, pourquoi ? Parce que Ouattara présentait mieux que Gbagbo. Ouattara présentait bien, dans la mesure où, d'abord, il avait été fonctionnaire international, il parlait parfaitement bien l'anglais, etc. Il était copain avec Sarkozy. Hein, alors, il paraît que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Sarkozy qui a marié Ouattara avec sa femme Dominique, mais en tous les cas, ils se connaissaient de très très longue date. Alors, quelque part, c'est vrai, Ouattara était un peu programmé. Pas dans l'esprit de Chirac. Chirac n'aimait pas Ouattara. Pour Chirac, il y avait que Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, en fait, pour Chirac, la Côte d'Ivoire s'était arrêtée à Houphouët-Boigny. Et puis après, il n'y avait plus. C'est ce que je mets dans le livre quand Chirac dit à Gbagbo, « Alors, Laurent, qu'est-ce que tu as fait de ton pays? Tu sais, le vieux, il doit se retourner dans sa tombe. » Gbagbo m'en a parlé, il m'a dit, il a osé me dire ça à moi, qui était l'opposant, qui a été mis en prison par Houphouët-Boigny. Il me dit, le vieux doit se reposer quand il se retourner dans sa tombe. C'est hallucinant. Alors, Chirac n'est pas dans le complot pro-Ouattara, pas du tout, parce qu'il se méfiait tout autant de Ouattara que de Gbagbo. Mais Sarkozy, ça fait aucun doute. Sarkozy était totalement pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Ils résidaient, ils étaient voisins à Neuilly ou je ne sais pas où, etc. Non, ça c'était écrit. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de... Certainement, les journalistes ont nourri la haine
contre Gbagbo, et puis ce sentiment pro-Ouattara, c'est sûr, c'est sûr. Gbagbo a fait peur. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Très franchement, je me dis, si quelqu'un comme Gbagbo, à cause de ce qu'il a fait, est devant la Cour pénale internationale de La Haye, à mon avis, tous les chefs d'État africains doivent y être. Et beaucoup de chefs européens, chefs d'État européens. Pourquoi pas mettre Sarkozy également, hein, compte tenu de beaucoup de choses qui se sont passées, donc, ou Berlusconi, ou etc. Bon, pourquoi c'est réservé aux Noirs et pas aux Blancs? Bon, il y a un tas de choses qui se posent comme ça. Mais Gbagbo fait peur. Et il n'a pas de raison de faire peur. Il n'y a pas de raison qu'il soit à La Haye. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit à La Haye. Il fait peur. Comment il s'appelle Taylor, oui. Taylor, mais Gbagbo, faut pas. Enfin, non, c'est. Mais il est socialiste, me dit Chirac. Je dis, mais. Monsieur le Président, il est socialiste, comme moi je suis archevêque de Canterbury. Hein. Un socialiste en Afrique, il est membre de la chaîne des rôtisseurs, du club Air France 2000. Bon, ça ne veut rien dire d'être socialiste. Il fait partie de l'international socialiste. Mais l'international socialiste, ça ne veut rien dire. Bon, il y a une mésentente, enfin, il y a un énorme quiproquo sur l'image de Gbagbo. Parce que Gbagbo est un homme extrêmement courtois, extrêmement drôle, extrêmement éduqué, qui peut être totalement, comment est-ce qu'on dit en français, qui peut être vous faire du charme. Il peut vous faire du charme, il peut vous embarquer. Alors, est-ce que c'est la méfiance des gens? Non, le Parti socialiste français a été très mauvais dans cette affaire-là. Ils se sont totalement trompés. Bon, ils ont eu peur. On a dit que c'était le lobby Ouattara qui... Le lobby Ouattara a dû jouer, oui. Non, il a toujours été occupé à se défendre sur le plan de la politique intérieure. Moi j'ai rarement discuté avec Gbagbo de problèmes de fond ou de problèmes de développement. Et pourtant, la coopération française était énorme. Mais il s'en foutait. Son problème n'était pas là. Son problème, c'était de parer les coups et d'essayer de deviner. Alors, c'est un très bon joueur d'échecs. Il avait des coups d'avance. Il savait ce qu'allait faire Bédier. Il savait ce qu'allait faire Ouattara. Il se méfiait de Soro. Bon. Mais c'était sa préoccupation principale. Mais je n'ai jamais eu devant moi un chef d'État en train de régner. C'était un chef d'État en défense perpétuelle ou en attaque perpétuelle. Parce qu'il était attaqué. Ah, parce qu'il était attaqué. Non, ça c'est sûr. Non, il était attaqué. Donc, si vous voulez, dans cette évolution de la Côte d'Ivoire, vous avez des grands points d'interrogation, des zones d'ombre totales. Qu'est-ce qui s'est passé fin septembre 2002 qui fait que Renaud Vignal retourne complètement sa veste alors qu'il est le meilleur défenseur de Gbagbo pour être son principal accusateur? Et à ce moment-là, il vit jour et nuit avec le couple Ouattara à 60 mètres de Gbagbo. C'est quand même une situation absolument étonnante. Bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec l'opération Dignité? Est-ce que ça a été un échec cuisant pour Gbagbo? Est-ce que ça a été une victoire avortée? Gbagbo dit dans son livre qu'il a pris un hélicoptère et qu'il a été demandé aux militaires de revenir, de se calmer. Je n'en crois pas un mot. Je n'ai jamais vu Gbagbo dans un hélicoptère. Il avait peur de l'avion, il est terrorisé par les avions. Et par contre, avant, disons dans sa carrière avant, il avait visité tout. Il avait été tout, mais là, il était en position de défense, il était à Abidjan en position de totale défense. Et qui a tiré sur les Français? Ça, c'est aussi... Qui a tiré sur les Français? Bon, il n'avait plus rien à perdre. Moi, ensuite, je l'ai vu chez mon dernier dîner, c'est au mois de février. Je vais partir 3 mois après. On dîne chez Madame Outreau, qui est morte maintenant, qui était sa directrice adjointe de cabinet, qui avait organisé un dîner très discret. Donc on était uniquement Gbagbo, moi, ma femme, et Madame je ne sais plus comment elle s'appelait. Et on a parlé toute la nuit. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez... Il me dit, mais c'est pas moi. Quel intérêt j'aurais eu de faire ça? Quel intérêt? C'était idiot. Non, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Le dispositif d'Israël, par exemple, vu qu'Israël avait un rôle tellement important pour la défense de Gbagbo aussi, non? Ah, les Israéliens ont un rôle très important. Relisez le livre de Pierre Péan,
le dernier livre de Pierre Péan. Le Carnage? Oui. Ah oui, je l'ai. Où il parle précisément de l'alliance américano-israélienne en RDC, un peu partout, etc. Alors là aussi, on pourrait s'interroger sur le rôle des Israéliens. D'ailleurs, ça a beaucoup aidé les rebelles, c'est-à-dire qu'on avait, nous qui connaissions un petit peu la situation sur le terrain, quand on essayait de décrire, de faire le portrait des rebelles, hein, quand vous voyez Ouattao, etc., ces types surtes, etc., qui aujourd'hui devraient être à La Haye. Tous ces gens-là devraient être à La Haye. Hein. En même temps, si on met Gbagbo, il faut mettre tous ces communs forts, hein, ces communs forts à qui Ouattara a donné une totale impunité. Aujourd'hui, ils ne sont pas inquiétés. Ça, c'est ça qui rend la farce de La Haye totalement inutile et totalement scandaleuse et totalement déséquilibrée. Mais de fait, le nom de Ouattara, avec ce qu'il représente de sérieux, fonctionnaire FMI, bien sur sa personne, etc., a donné un petit peu ses lettres de noblesse aux rebelles. C'est-à-dire se référant à Ouattara, effectivement, les rebelles ont été peut-être plus facilement acceptés. Et quand est-ce qu'ils ont fait ce lien, disons? Oh, très vite, très vite. À Marcoussis, il était presque fait, ce lien. Oui. Oui, il était fait à Marcoussis. C'est sorti très vite. Soro est sorti comme un fantôme. On ne savait pas d'où il sortait. Il venait de la Fessie, Soro. C'est-à-dire, en fait, c'est un élève dont Gbagbo a été le professeur, qui est passé ensuite du côté des rebelles, qui est repassé du côté de Gbagbo, qui est repassé maintenant du côté de Ouattara. C'est pour ça que je déteste ce type, c'est un traître. Mais c'est ça. Rien n'a changé. Aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a eu la Côte d'Ivoire, à mon avis, a perdu 4 ans, 5 ans pour rien. La situation est à peu près identique. Il y a plus de ligne de confiance, mais enfin, il y a une ligne de pauvreté qui est évidente. Et cette ligne c'est même très exaspérant. On a encore 700 prisonniers politiques, on a un génocide dans l'Ouest. C'est pour ça, si vous voulez, que moi je veux bien, j'aime bien les communiqués de victoire de l'armée française ou du ministre français de la Défense qui dit « ça y est, nous avons gagné au Mali et nous sommes en train de gagner en République centrafricaine », c'est à hurler de rire. On ne gagne jamais en Afrique. Non, non. On ne gagne jamais et je crois qu'il faut être très modeste et puis laisser les Africains être les vrais acteurs. Quand vous décortiquez effectivement la stratégie française, premièrement, nos diplomates travaillent à l'ONU pour obtenir une résolution qui nous couvre sur le plan international. Deuxièmement, on intervient en disant notre intervention sera de courte durée. Hein, et troisièmement, nous disons, de toute façon, la relève va être prise par les troupes de l'ONU qui vont se mettre en place. Tout le monde sait que les troupes de l'ONU sont absolument incapables et ne peuvent rien faire, que ces gens qui sont envoyés ne viennent que pour gagner de l'argent, et ce sont d'ailleurs des gens toujours les mêmes, hein, du Pakistan, du Bangladesh, bon, qui ne sont pas des vrais soldats, qui se mettent derrière des barbelés, qui ne font rien, qui ne parlent pas la langue du pays, qui ne s'intéressent pas au pays. Et puis, quatrième principe, nous allons former la nouvelle armée de Côte d'Ivoire ou du Mali qui pourra nous remplacer. Bon, ça fait 15 ans qu'on dit ça, on n'a jamais rien formé. Tout ça, donc c'est un espèce de schéma qu'on reproduit comme ça. Aussi bien la droite française que la gauche française reproduisent maintenant ce même schéma. Il faut qu'on sorte de ce schéma, et je crois que la seule façon de se sortir de ce schéma et de s'occuper des vrais problèmes qui sont des problèmes de développement, de pauvreté, des problèmes économiques, ce que disait Paolo très, très justement, des problèmes de couverture médicale, etc. C'est ça les vrais problèmes. Je ne doute pas que Gbagbo, formé à l'école française et parfaitement formé, avait les capacités à la fois d'être imaginatif et de s'entourer de gens remarquablement intelligents. Hein. Des gens comme Hakoun, des gens comme Mamadou Koulibaly, ce sont des intelligences nées, ça c'est sûr. Ça, il avait les moyens. Alors il y a certains qu'on ne lui a pas donné beaucoup de chance, quoi, c'est sûr.